Maintenant, sauf si tu as une politique de croissance ou une logique de croissance que tu veux atteindre sur un certain nombre d'années, il faut donc diviser les années-là par ce que tu veux atteindre et être sûr qu'année après année, tu l'atteins. Sauf si tu as déjà placé un certain niveau de barre. Mais à défaut, pour un conseil freelance, comme ça, non. Par contre, si j'avais travaillé ça sur une société, j'aurais travaillé ça différemment. J'aurais vu le nombre de personnel et les diverses expertises de chaque personnel, plus les coûts moyens. Tu vois, hein? En montrant le fait qu'une société, non seulement la réserve obligatoire, là, j'aurais forcément mis la réserve sur une société. Mais une société ne peut pas vivre sans les réserves. Même l'OHADA prévoit les réserves. Et une société ne peut pas vivre sans les plans de progression. Tu dois pouvoir toujours te dire qu'il faut que dans 5 ans, mon chiffre d'affaires soit, par exemple, plus à 20 millions, mais à 100 millions. En gros, tu veux faire x5 ton chiffre d'affaires. Et faire x5 ton chiffre d'affaires sur 5 ans veut dire quelque part que tu dois prévoir déjà ça semaine après semaine comment générer cette croissance. Ce que tu fais aujourd'hui, la même activité, tu dois faire x2 dans 2 ans, x3 dans 3 ans, x4 dans 4 ans pour être à x5 dans 5 ans. En gros, il faut simplement prendre les mêmes trucs ci avec une logique de fois, de prorata évolutif. Si je suis capable de faire en une semaine à l'année 1, l'année initiale 1, 10 activités par semaine, je dois porter ça à 20 à la deuxième semaine. Or, 20 à la deuxième semaine veut dire que je ne peux plus être seul. Parce qu'un temps, je vais burn out. Ça suppose que dans ma politique de croissance, je vais recruter peut-être un collaborateur. Si dans 3 ans, je vais être à 30 pour les mêmes coûts, il faut encore un deuxième collaborateur. Donc, ils vont aussi intervenir dans les charges en ce qui concerne leur salaire, peut-être leur CNPS, peut-être les impôts liés au salaire, peut-être, il faudra arrimer tout ça. Vous voyez un peu? Donc, le même exercice fait sur une société est un peu plus complexe, un peu plus lourd. Le freelance, c'était vraiment l'hypothèse la plus simple. Un freelance qui n'a même pas de collaborateur. Parce que si j'avais par exemple l'hypothèse d'un collaborateur qui a un salaire, par exemple, de 50 ou 100 000, ça gonflait encore la charge. Et ça devait montrer la répartition de la production entre moi et le collaborateur. Parce qu'il faut bien qu'il produise quelque part. Maintenant, si c'est un collaborateur qui n'a pas une productivité directe, ça veut dire quoi? Il y a les collaborateurs comme les assistants de direction purs là. Elles font de l'administration. Elle ne peut pas faire tes travaux juridiques ou comptables. Elle reçoit tes rendez-vous, elle classe tes archives, elle classe tes rendez-vous. Donc, c'est toujours toi seul qui fais les prestations rentables. Et tu dois couvrir ta part et son salaire. Là encore, l'équation est différente de si c'est plutôt un collaborateur actif. Donc, comme j'étais avec Bakary, que je pouvais faire les prestations juridiques, lui faire les prestations comptables. Donc, nous sommes deux forces de production. Dans l'hypothèse où j'ai une secrétaire, peut-être comme Mandon, c'est différent. Parce qu'elle ne pouvait pas mes travaux. Mais elle est une charge. Donc, l'équation aussi serait encore arrimée de manière un peu différente. Parce qu'elle ne serait pas une force de production, en tout cas pas financière. Mais il reste que le fait qu'elle me permet de travailler plus vite, d'ordonner les dossiers, ça compte. Mais on ne peut pas vraiment bien chiffrer ça. C'est un prorata arbitraire. Tu peux seulement estimer que dans ce que tu as fait au bout d'une semaine, on peut estimer qu'elle a apporté 20 ou 30%. Parce que mine de rien, elle te permet d'être plus rapide. Si son travail est bien ordonné, elle te permet d'être plus rapide. Parce que toi seul, tu ne peux pas. Pour ça, on ne peut pas être celui qui va chercher les clients, qui vient bosser, qui peut encore faire les rendez-vous. Non, tu vas burn out. Tu vas cracher au niveau de ton cerveau. Mais même dans les collaborateurs, et ça te permet de savoir le type de collaborateur que tu recrutes. Une assistante, c'est bien, mais quand tu veux te développer, est-ce que tu peux te permettre d'avoir une assistante qui ne peut pas produire certaines tâches? En faisant ce style d'équation, tu comprends vite qu'une assistante qui ne peut pas vraiment produire certains travaux, c'est lourd. À un moment donné, tu ne pourras pas. Il faut un assistant qui, pour moi, fait une relecture de contrat. Et quand c'est les relectures, comme ça, les petits, quand tu payes 20 000 relectures de contrat, tu peux lui coter ça. Il relit, te dit, bon, non, c'est bon, on peut envoyer au client. Sachant qu'il peut aussi organiser les rendez-vous, écrire sur WhatsApp et tout. J'ai aussi mis l'accent sur la com digitale parce que je veux leur faire comprendre que l'équation n'est pas complète si tu n'as pas mis le pan qui permet de générer le trafic-ci. Sinon, ça devient une simulation vaine. Chacun pourra dire que je vais faire 3 consultations par semaine, 2 ceci par jour, 2 cela par machin. C'est une équation qui devient en fait vide de sens. Bien dans le principe, mais dure dans la réalité parce que à ce moment, les chiffres peuvent être arbitraires pour tout le monde. Cette réalité dans l'équation. L'équation doit se faire avec la réalité contextuelle de l'activité. Tu vois un peu? Ce qui n'est pas le cas pour un cabinet qui a de la notoriété, qui a déjà un niveau minimum de clients par mois, par semaine qui est acquis. Les Mazars ne feraient pas l'équation aussi pareillement. Parce qu'ils n'ont pas de problématique de trafic client. Ils commencent l'année en sachant déjà qu'ils ont un bon lot de clients. Tu vois, hein? Les Mazars, les KPMG. Mais toi qui es new, qui es freelance, on sait que tu connais faire les contrats et tout. Mais comment produire les clients? À la réalité, l'équation client que j'ai fait à la fin est même plus importante que l'équation active du début. L'équation client est encore plus forte
Parce que tu es nouveau. Comment tu les génères? S'il m'étendait plus loin, j'aurais montré la force des communautés comme les startups, des incubateurs. Ici, là, ça devient important d'être proche d'un incubateur, d'appartenir à une communauté. Parce que c'est de l'intellectuel. Tu n'es pas le seul à maîtriser ce genre de principe. Donc, en produisant une vidéo comme ça, dis-toi que pendant que toute la masse va se dire félicitations, PDG. Oh, PDG, tu es fort. Vraiment, tu es le meilleur. Mouf, il y a un pro là qui va venir te montrer toutes les limites. Raison pour laquelle il faut te préparer fortement. Donc, moi, il veut seulement, quand vous avez des idées, venez en brainstorm, après vous faites le tournage. Je serai toujours ouvert. Si quelqu'un sent parmi vous qu'il a un truc, il a un thème, il veut se frotter, vous venez me voir, on brainstorm, vous brainstormez avec Takudjou. Béoumi, pourquoi tu et je vous conseille plus Gertrude pour les prises, pour vous les nouveaux, parce qu'elle a cet art de bien discuter avec la personne qui veut tourner et de t'aider sur le plan oratoire. Ce que Dimitri n'a pas nécessairement. Dimitri est vraiment fort derrière la machine. Or, à la prise, Béoumi connaît un peu mettre quelqu'un en condition. Donc, pour vous les nouveaux, si vous sentez que vous avez un truc qui vous passe par la tête, que vous avez bien monté votre fiche, vous la voyez. Si son temps lui permet, elle peut enregistrer. Comme ça, une fois que c'est enregistré, vous allez débriefer et voir la prestation qu'on va insérer à l'intérieur. Nous tous, on doit être des machines. Voilà. C'est bon, c'était tout.